Cette vidéo de BibMath est un petit cours sur les fonctions génératrices d'une variable aléatoire discrète. Commençons par définir la fonction génératrice d'une variable aléatoire. On considère oméga, t, p, un espace de probabilité, et x, une variable aléatoire à valeur dans l'ensemble des entiers naturels n. On appelle fonction génératrice de x la fonction gx définie par gx de t égale espérance de t puissance x pour toutes les valeurs de t pour lesquelles cette espérance est bien définie. Par le théorème de transfert, l'espérance de t puissance x c'est défini si et seulement si la série somme de probabilité que x égale n t puissance n converge absolument. Et dans ce cas, on sait que gx de t, c'est la somme pour n égale 0 à plus l'infini de p de x égale n, t puissance n. Donc on utilisera dans la suite, quand ce sera plus commode, ou bien gx de t égale espérance de t puissance grand x, ou bien gx de t égale la somme pour n égale 0 à plus l'infini de p de x égale n, t puissance n. Alors cette formule, elle a déjà l'avantage de nous donner des informations sur le domaine de définition de la fonction génératrice gx. En effet, on sait que la série des p de x égale n converge, on sait même que sa somme c'est 1, et donc la série entière, ici, c'est une série entière qui définit gx, elle est de rayon de convergence au moins 1. Et on en déduit deux conséquences importantes. La première, c'est que gx, elle est définie sur l'intervalle ouvert moins 1, 1, et elle est même c infini sur cet intervalle ouvert, comme somme d'une série entière de rayons de convergence au moins 1. Et en plus du fait que cette série-là converge, et en plus ici c'est une série à terme positif, eh bien on a convergence normale de la série qui définit gx sur l'intervalle moins 1, 1 fermé. En effet, si je regarde ici valeur absolue de p de x égale n t puissance n, pour t dans moins 1, 1, c'est inférieur ou égal à p de x égale n, et la série des p de x égale n converge. Et donc on a convergence normale sur moins 1, 1, convergence normale d'une série de fonctions où toutes les fonctions sont continues sur moins 1, 1, ici c'est des polynômes. Donc gx, elle est toujours continue sur moins 1, 1. Et c'est essentiellement sur cet intervalle-là qu'on va travailler quand on va travailler avec gx, même si parfois elle peut être définie sur un intervalle plus grand, on verra des exemples. C'est essentiellement sur cet intervalle-là qu'on va travailler. Première conséquence de cette définition, c'est que si je considère deux variables aléatoires à valeur dans n, eh bien x et y, elles ont la même loi si et seulement si elles ont des fonctions caractéristiques égales. Alors ici, on sous-entend gx égale gy sur l'intervalle, par exemple, ouvert, moins 1, 1. Alors, pourquoi ça c'est vrai? Eh bien parce que deux séries entières sont égales sur l'intervalle moins 1, 1, si et seulement si tous leurs coefficients sont égaux. Et gx de t, c'est la somme des p de x égale n t puissance n, ces coefficients c'est p de x égale n. Et gy de t, c'est la somme des p de y égale n t puissance n, ces coefficients c'est p de y égale n. Et donc si gx égale gy, eh bien on a forcément pour tout n, p de x égale n égale p de y égale n. Les variables aléatoires ont même loi, puisqu'elles sont à valeur dans grand N. En fait, on peut mettre plus précis, quand on connaît gx, on connaît complètement la loi de probabilité de x. On sait que p de x égale n, c'est la dérivée énième en 0 de gx divisé par n factoriel. Et ça, en fait, c'est une propriété générale pour les séries entières. Si j'ai n'importe quelle série entière de rayon de convergence strictement positif, ici de rayon de convergence au moins 1, f de t, c'est la somme pour n égale 0 à plus l'infini des an t puissance n, eh bien je sais que an, c'est toujours égal à la dérivée énième de f en 0 divisé par n factoriel. Calculons maintenant les fonctions génératrices des lois classiques. Première loi classique, la plus facile, c'est la loi de Bernoulli. Si x suit une loi de Bernoulli de paramètre p, alors sa fonction génératrice gx de t est égale à q plus pt.
Pourquoi ça c'est vrai? Ben parce que x prend ses valeurs dans 0 et 1. Et donc si je regarde gx de t, ben c'est p de x égale 0, plus p de x égale 1 fois t, et plus rien d'autre, hein, puisque p de x égale n pour n différent de 0 ou 1, c'est 0. Donc p de x égale 0, ben c'est 1 moins p, ou ce qu'on note en général q. P de x égale 1, c'est p, donc j'obtiens bien q plus pt. Deuxième loi classique, la loi binomiale. Si x suit une loi binomiale BNP, alors sa fonction génératrice en t est égale à q plus pt à la puissance n. C'est-à-dire la puissance nème en fait de la fonction génératrice d'une loi de Bernoulli. Il y a deux façons de prouver ça. Avec la connaissance actuelle du cours, bon, on y va à la main, et on va voir que ça va très bien se passer. Ben, gx de t, c'est quoi? C'est la somme pour k égale 0 à n de p de x égale 4t puissance k. Il suffit d'aller de pour k allant de 0 à n, puisque j'ai une loi binomiale BNP, elle prend ses valeurs dans l'intervalle d'entier 0n. Je remplace p de x égale k par sa valeur, c'est-à-dire par k parmi n, p puissance k, q puissance n moins k, et j'oublie pas le t puissance k qui reste. Et là, si je regarde bien cette ligne ici, eh bien je vois que j'ai p puissance k, t puissance k, donc je vais les mettre ensemble. Et donc j'écris que c'est somme pour k égale 0 à n des k parmi n, pt, le tout à la puissance k, q à la puissance n moins k. Et là, en utilisant la formule du binôme de Newton, eh bien c'est simplement q plus pt, le tout à la puissance n. Loi classique suivante, maintenant la loi de Poisson. Bien, si x suit une loi de Poisson de paramètre lambda, alors gx de t c'est égal à exponentielle lambda facteur de t moins 1. C'est un calcul qui ne pose pas non plus beaucoup de difficultés. Bien, quand j'ai une loi de Poisson, je sais que p de x égale n, c'est exponentielle moins lambda fois lambda puissance n, le tout divisé par n factoriel. Et donc gx de t, ben, c'est la somme pour n égale 0 à plus l'infini, donc p de x égale n, je remplace par la valeur que je viens de décrire juste avant, fois t puissance n. Alors à nouveau, je regarde ce que je peux faire, l'exponentielle moins lambda ne dépend pas de n, je peux le sortir de la somme. Et ici j'ai lambda puissance n, t puissance n, ben, je vais les mettre ensemble. Ça fait exponentielle moins lambda, somme pour n égale 0 à plus l'infini de lambda t à la puissance n divisé par n factoriel. Et ici je reconnais le développement en série entière de l'exponentielle, mais appliqué en lambda t. Et donc ça me fait exponentielle moins lambda fois exponentielle lambda t, c'est-à-dire exponentielle lambda facteur de t moins 1. Autre loi classique, la loi géométrique. Si x est une loi géométrique de paramètre p, alors on peut prouver que gx de t égale pt divisé par 1 moins qt, ou comme tout à l'heure q c'est 1 moins p. Bah ça je vous laisse en exercice, c'est pas du tout difficile à faire et ça utilise la somme des séries géométriques. Alors bien sûr, maintenant qu'on a introduit les fonctions génératrices, on peut se demander à quoi ça peut servir ces fonctions génératrices. Bah ça a plusieurs applications, on vient d'en voir une. On peut éventuellement démontrer que deux variables aléatoires suivent la même loi en démontrant qu'elles ont les mêmes fonctions génératrices. Une autre implication importante, c'est pour déterminer la loi de la somme de deux variables aléatoires indépendantes. En effet, on a le théorème suivant. Si x et y sont deux variables aléatoires à valeur dans n, indépendantes, alors, pour tout t dans moins 1, 1, j'ai la fonction génératrice de x plus y en t. C'est le produit de la fonction génératrice de x en t fois la fonction génératrice de y en t. Alors avant de démontrer ce théorème, on va donner deux exemples. Le premier, c'est la somme de deux lois de Poisson. Si x est une loi de Poisson de paramètre lambda, et si y est une loi de Poisson de paramètre mu, et si x et y sont indépendantes, alors x plus y est une loi de Poisson de paramètre lambda plus mu. Pourquoi c'est vrai ça? Je connais les fonctions génératrices de x et de y, je viens de les calculer. Gx de t c'est exponentielle lambda facteur de t moins 1. Gy de t c'est exponentielle mu facteur de t moins 1. Et donc si je regarde la fonction génératrice de x plus y, c'est le produit des fonctions génératrices, donc c'est exponentielle lambda facteur de t moins 1, exponentielle mu facteur de t moins 1. Et ça je regroupe un petit peu tout ensemble, et j'obtiens exponentielle lambda plus mu facteur de t moins 1. Et ça, c'est la fonction génératrice d'une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre lambda plus mu. Et comme on sait que la fonction génératrice caractérise la loi,
eh bien j'ai bien que x plus y suit une loi de Poisson de paramètres lambda plus mu. Alors on peut le faire autrement, hein, mais c'est peut-être le moyen le plus facile ici pour retrouver la loi de la somme de deux variables aléatoires qui suivent des lois de Poisson et qui sont indépendantes. Alors évidemment ici on peut par une récurrence presque immédiate le faire avec une somme de n variables aléatoires indépendantes, et c'est comme ça qu'on peut retrouver aussi que la fonction génératrice d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale BNP, en écrivant qu'une telle variable aléatoire, eh bien c'est la somme de n variables aléatoires indépendantes qui suivent une loi de Bernoulli de paramètres P. Et c'est pour ça qu'on retrouve que quand j'ai une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p, eh bien sa fonction génératrice, en fait c'est la puissance nème de la fonction génératrice d'une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli de paramètres p. Faisons la preuve de ce théorème, mais elle n'est pas du tout dure. Et là on va utiliser le fait que la fonction génératrice c'est l'espérance de t puissance x, si je regarde la fonction génératrice de x. Eh bien, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser que si x et y sont indépendantes, eh bien, je sais aussi que t puissance x et t puissance y sont aussi indépendantes, quel que soit t dans moins 1, par exemple. En tout cas, Et on a quoi? Bon, on a que l'espérance de t puissance x fois t puissance y, comme ces variables aléatoires sont indépendantes, c'est le produit des espérances. C'est l'espérance de t puissance x fois l'espérance de t puissance y. Et ça ici, qu'est-ce que j'ai à gauche? Eh bien à gauche, c'est aussi l'espérance de t à la puissance x plus y. Et donc, c'est la fonction génératrice de x plus y appliquée en t. Et ça, l'espérance de t puissance x, c'est la fonction génératrice de x. L'espérance de t puissance y, c'est la fonction génératrice de y. Et donc, j'ai le résultat que la fonction génératrice de x plus y, c'est le produit de la fonction génératrice de x fois la fonction génératrice de y. Deuxième application des fonctions génératrices, elles peuvent servir à déterminer l'espérance d'une variable aléatoire. Comment cela? Grâce au théorème suivant. Si je considère une variable aléatoire x à valeur d'un grand N, eh bien elle est d'espérance finie si et seulement si sa fonction génératrice elle est dérivable à gauche en 1. Et dans ce cas, on sait que l'espérance de x, eh bien c'est la dérivée de la fonction génératrice, la dérivée à gauche, en 1. Donc on savait déjà que Gx, elle est continue sur l'intervalle fermé moins 1, 1. Et maintenant on sait que si elle est le fait qu'elle soit dérivable à gauche en 1, ça revient à dire, c'est équivalent à dire que x admet une espérance, et l'espérance c'est égal à la dérivée à gauche de la fonction génératrice en 1. Alors, pareil, on va faire une petite application, on va voir que ça permet de retrouver l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson. Alors là, c'est peut-être pas le moyen le plus facile pour le faire, mais ça marche très bien avec les fonctions génératrices. Si x suit une loi de Poisson de paramètre lambda, on sait que sa fonction génératrice, c'est la fonction qui a t associée exponentielle lambda t-1. Donc là, il n'y a pas de problème, elle est c infini sur r tout entier. Je peux calculer sa dérivée. Gx' de t, c'est lambda exponentielle lambda t-1. Et en particulier, si je fais t égale 1, j'ai que ma fonction génératrice, elle est dérivable en 1, et sa dérivée, c'est exactement lambda. Ici, t-1, ça fait 0, exponentielle de 0, ça fait 1. Et donc, je peux en déduire que x, ça admet une espérance, et que l'espérance de x, c'est exactement égal à lambda. Alors, on va terminer cette vidéo par la preuve de ce théorème. Donc, on veut démontrer qu'une variable aléatoire x à valeur d'un grand N est d'espérance finie si et seulement si sa fonction génératrice est dérivable à gauche en 1, et que dans ce cas, on a l'espérance de x qui est égale à la dérivée de la fonction génératrice en 1. Alors, là on va revenir plutôt aux séries entières. Je réécris ce que c'est que la fonction génératrice de x. C'est la série entière p de x égale somme pour de p de x égale n t puissance n. Et en fait, on va prouver un résultat général sur les séries entières.
On va considérer AN une suite de réels positifs telle que la série des AN converge. Donc c'est tout à fait ici le cas avec AN égale P de X égale N. Et on va noter F, la somme de la série entière sigma des AN T puissance N, qui a priori est définie sur l'intervalle fermé moins 1, 1, tout comme Gx ici. Et ce qu'on veut démontrer, c'est que F, elle est dérivable à gauche en 1, si et seulement si la série des N à N converge. Et dans ce cas-là, bon, on aura que f' de 1, c'est la somme de la série des N à N. Eh bien, allons-y pour démontrer ce théorème général. Puisqu'on s'intéresse à la dérivabilité à gauche de f en 1, c'est naturel d'introduire le taux d'accroissement f de t moins f de 1 divisé par t moins 1, que je vais noter delta de t. Je vais écrire ce taux d'accroissement à l'aide de la série qui définit f. Donc c'est la somme pour n égale 0 à plus l'infini des an t puissance n, ça c'est f de t, moins la somme pour n égale 0 à plus l'infini des an, ça c'est f de 1, le tout divisé par t moins 1. Ici les termes d'indice 0 se simplifient, hein, c'est a0 de chaque côté, donc je peux faire débuter les sommes en 1 simplement, et je vais tout faire rentrer dans une seule somme, et j'obtiens donc la somme pour n égale 1 à plus l'infini de an, facteur de t puissance n moins 1 divisé par t moins 1. Et je vais faire une transformation qu'on fait plutôt dans l'autre sens. D'habitude, ici, je vais reconnaître la somme des premiers termes d'une suite géométrique. Et je vais dire que c'est somme pour n égale 1 à plus l'infini de an, facteur de 1 plus t plus etc. plus t puissance n moins 1. Donc voilà, d'habitude on écrit la somme de façon plus simple comme ça. Et là, on va plutôt écrire ce terme assez simple, finalement, assez compact, comme ici la somme 1 plus t plus etc. plus t puissance n moins 1. Et on verra pourquoi on fait ça dans la suite. Une des premières choses pour lesquelles ça sert de faire comme ça, c'est que c'est plus facile de démontrer comme ça que delta c'est une fonction croissante sur 0,1. Pourquoi? Parce que ça c'est clairement croissant hein, sur 0,1. Je multiplie par an qui est positif ou nul, donc tout ce terme-là ici c'est une fonction croissante. Et quand je considère une somme de fonctions croissantes, même une somme infinie, une série, eh bien je reste avec une fonction qui est croissante. Donc la fonction delta est croissante sur 0,1. Elle est aussi positive, hein, tous les termes ici sont positifs ou nuls. Et donc quand j'ai une fonction croissante à valeur dans R+, elle a une limite grand L qui est éventuellement égale à plus l'infini, ici quand t tend vers les bornes de l'intervalle de définition, ici quand t tend vers 1. Je vais aussi introduire grand S, c'est la somme pour n égale 1 à plus l'infini de n à n. Ici, j'ai une série à termes positifs. La suite de ces sommes partielles est donc croissante. Et ici, grand S, c'est ou bien un réel, ou bien quelque chose qui est égal à plus l'infini. La suite des sommes partielles a une limite dans 0 plus l'infini, mais avec éventuellement plus l'infini comme valeur. Et nous, ce qu'on veut prouver, en fait, c'est que grand S est égal à grand L. Et pour ça, on va procéder par double inégalité. On va commencer par démontrer que grand L est inférieur ou égal à grand S. Alors, on va commencer par travailler bien sûr avec delta t, dont on sait que ça tend vers grand L si t tend vers 1. Et je vais écrire que delta t, je vais prendre cette écriture ici, c'est la somme pour n égale 1 à plus l'infini de an, facteur de 1 plus t plus etc. plus t puissance n moins 1. Et là, c'est assez facile de voir ici que comme j'ai t dans l'intervalle 0,1, ici tous les termes sont inférieurs ou égaux à 1. Donc 1 c'est inférieur ou égal à 1, t c'est inférieur ou égal à 1, t carré c'est inférieur ou égal à 1, t puissance n-1 c'est inférieur ou égal à 1. Et ici j'ai n termes inférieurs ou égaux à 1, et donc ça je vais pouvoir le majorer par n. Il n'y a aucun problème avec la multiplication, tout est positif. Et donc delta de t c'est plus petit que la somme pour n égale 1 plus l'infini de n à n, c'est-à-dire grand S. Et maintenant je prends la limite quand t tend vers 1 de delta de t, delta de t ça tend vers grand L, c'est comme ça que grand L est défini. Et donc, j'obtiens bien l'inégalité grand L inférieur ou égal à grand S par passage à la limite. Prouvons maintenant l'autre inégalité, c'est-à-dire que grand S est inférieur ou égal à grand L. À nouveau, je vais partir de delta de t, et je vais dire que grand L, c'est plus grand que delta de t pour tous les t dans 0,1. Et là, en fait, je vais utiliser que la somme de la série,
elle est plus grande que n'importe quelle somme partielle. Donc je prends n'importe quel entier grand N supérieur ou égal à 1, et je dis que la somme pour n égale 1 plus l'infini des an facteur de 1 plus t plus etc. plus t puissance n moins 1, eh bien c'est supérieur ou égal à la somme pour n égale 1 à grand N des an 1 plus t plus etc. plus t puissance n moins 1. Ça, bien sûr, c'est possible parce que j'ai une série à terme positif, la somme de la série est supérieure ou égale à toutes les sommes partielles. Alors pourquoi je fais ça ici? Bien parce que je vais faire tendre t vers 1. Et si j'essaie de faire tendre t vers 1 ici, bah c'est un petit peu compliqué parce que j'ai une somme infinie, et donc il faudrait que j'ai un argument précis pour pouvoir le faire. Alors que maintenant ici j'ai une somme qui est une somme finie, et donc bah, là-dedans je peux faire tendre t vers 1, il n'y a aucun problème de continuité. Et si je fais tendre t vers 1, eh bien 1 plus t puissance n moins 1, bah, ça tend vers 1 plus 1 plus 1, donc ça tend vers n. Et donc en faisant tendre t vers 1, j'obtiens que grand L c'est supérieur ou égal à la somme pour n égale 1 à grand N de n à n. Mais maintenant ici grand N c'est un entier quelconque, et maintenant je peux le faire tendre vers plus l'infini. Et donc j'obtiens que grand L c'est supérieur ou égal à la somme pour n égale 1 plus l'infini des n à n, c'est-à-dire grand S. Et j'ai bien démontré l'autre inégalité, que S est inférieur ou égal à L. Donc en conclusion, bah, qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré que grand S était égal à grand L, avec grand S la somme pour n égale 1 plus l'infini des n à n, et grand L la limite quand t tend vers 1 par valeur inférieure de f de t moins f de 1 sur t moins 1. Et donc grand L, elle est bien finie, ben, si et seulement si f, elle est dérivable à gauche en 1. Et donc dans le cas où les deux quantités sont finies, hein, j'obtiens aussi que grand S, c'est f' de 1, c'est-à-dire L, comme je le souhaitais. Voilà, vous en savez maintenant beaucoup sur les fonctions génératrices. Il est temps de s'exercer en faisant les exercices qui sont présents sur notre site. Bye bye!